Allez, on plonge directement dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer comment des citoyens ordinaires ont réussi l'exploit de transformer des simples bouts de papier et quelques grammes de farine en de véritables armes de guerre. Et tout ça sous le nez d'une force d'occupation. La farine n'était pas blanche, elle tirait sur le gris. Pourtant, pour beaucoup, c'était un trésor. Plus précieux qu'une bague, plus dangereux qu'une arme. On est tout de suite mis dans l'ambiance. Face à une pénurie dramatique, un produit aussi basique qu'une farine un peu grise, eh bien ça devient littéralement une question de vie ou de mort. C'est même le point de départ d'une rébellion absolue. Parce que pour bien saisir la perspective unique de cette œuvre, il faut d'abord poser le décor. Nous sommes en 1943 à Wattrelos. C'est l'occupation et les gens sont rationnés. Certains ont un complément de farine, d'autres non. Dans ce climat d'urgence absolue, chaque journée est un combat. Un véritable réseau de l'ombre s'organise et la survie ne tient plus qu'à un fil. Ou plutôt à une décision hyper risquée. Choisir en cachette qui, parmi la population, va recevoir cette aide vitale. Partie 1. 1943. Le prix du pain. Survie et résistance. Le contraste qu'on voit ici est vraiment frappant. D'un côté, on a l'oppression pure et dure, l'occupant, avec ses fusils, qui exige une obéissance totale et bien visible. Et de l'autre, on a une désobéissance qui est complètement invisible, presque systémique. C'est littéralement l'ombre contre la lumière, la force de l'encre contre celle du plomb. Partie 2. L'arme de l'administration. L'encre contre le plomb. Le papier tue plus proprement que les fusils. Cette phrase résume à elle seule toute l'essence des événements rapportés. Ce qu'on observe, c'est une guerre totalement inédite. On attaque une machine administrative géante de l'intérieur, avec ses propres armes administratives. C'est méthodique, c'est implacable, et surtout ça ne fait pas le moindre bruit. Alors concrètement, comment opèrent ces héros de l'ombre ? Prenons l'exemple d'Isabelle, à la mairie. L'acte de résistance ne passe pas par des bombes. On fait des ratures invisibles. On change l'âge d'un gamin d'un simple coup de stylo pour lui obtenir du lait. On égare un tampon officiel de manière très stratégique, ou on s'invente des dettes chez la commerçante du coin pour justifier des stocks de farine illicites. Ce sont des manipulations mondaines qui, mine de rien, sauvent des vies tous les jours. Ce qui nous amène à la partie 3, le sabotage par le vide et la guerre industrielle. À l'usine, le concept est tout aussi brillant. L'idée, ce n'est surtout pas de faire tout sauter avec de la dynamite. Non, l'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle des pannes propres. On retire juste une minuscule pièce d'alignement, ou alors on laisse un peu de poussière s'accumuler pour gripper une machine. L'idée de génie, c'est de ralentir la production pour affamer l'occupant tout en protégeant les ouvriers des représailles. C'est particulièrement malin. Si une pièce manque, ne la cherche pas devant eux. On imagine un peu la pression psychologique immense sur le lieu de travail. Provoquer une panne, c'est une chose, mais réussir à contrôler la moindre de ses expressions face au contremaître, c'en est une autre. Dans ces moments-là, l'indifférence feinte devient le bouclier absolu. Partie 4. Les règles du silence et l'architecture clandestine. Pour qu'un tel réseau survive, il faut une discipline de fer. Les règles édictées par Georges Dutilleul imposent une rigueur qui égale ou dépasse même celle de l'ennemi. Jamais de nom complet, une compartimentation stricte où chacun ne connaît que 2 contacts. Et surtout, une règle d'or. Refuser l'autorité devient un acte politique uniquement quand cela protège quelqu'un d'autre que soi-même. Quand on regarde de plus près l'organisation de ce réseau fantôme, c'est redoutable. Et ce qui est captivant, c'est que toute cette infrastructure repose sur la banalité. La mairie, l'usine du coin, la petite épicerie de quartier, la sacoche du facteur. Ces lieux d'oppression quotidienne sont détournés en véritables bastions invisibles. Et ça, juste sous les yeux des autorités. Celui qui oublie une règle perd sa place dans la chaîne pendant une semaine, même s'il est utile. C'est une déclaration forte, parce qu'elle met en place un cadre moral où jouer au héros de manière impulsive est vu comme une menace mortelle. Suivre la procédure clandestine à la lettre, c'est vital. Si un seul maillon craque, c'est toute la chaîne de survie qui est en danger. Enfin, partie 5. La mémoire des ombres et l'héritage clandestin. Comment garder une trace de tout ça pour l'histoire ? Eh bien, la réponse réside dans un objet presque dérisoire, une simple boîte en métal cabossée. C'est elle qui porte tout le fardeau de la mémoire. Elle circule de cachette en cachette, remplie de petites preuves, de listes de dettes de farine. C'est la trace d'un effort vital immense, mais c'est aussi une bombe à retardement. Si elle tombait entre les mains de l'occupant, c'est toute la ville qui coulerait avec. Et c'est là qu'on touche au génie administratif jusqu'au bout. Même dans le secret de leurs archives, les membres du réseau refusent de briser les règles. On y trouve une initiale par-ci, un androuille par-là, mais jamais une identité complète. L'idée, c'est de pouvoir un jour rendre hommage à ceux qui sont tombés, tout en protégeant farouchement l'anonymat de ceux qui continuent la lutte. Au final, toute cette analyse soulève une réflexion fascinante. Quand la violence frontale et les armes ne sont plus une option, comment est-ce qu'on résiste ? Eh bien, avec un peu d'encre violette, des tampons perdus et de la farine partagée dans une arrière-boutique. Ça nous force à réfléchir sur ces immenses structures bureaucratiques invisibles qui façonnent nos propres vies aujourd'hui. C'est un rappel incroyable qu'une ville forcée au silence trouvera toujours le moyen de répondre avec du papier.
De quoi donner furieusement envie de se plonger dans la richesse du texte source pour en savourer tous les détails.